Salut Louis, je suis ravi de t'accueillir sur Des Briques et des Brocs. Louis, on s'est rencontrés il n'y a pas tellement longtemps et c'était un super sujet parce que c'est un sujet de surélévation. Donc le thème de ce podcast, ça va être la surélévation. On va comprendre comment t'en es arrivé là. Et surtout, c'est un sujet, il y a un peu des marottes dans l'immobilier, et notamment la transformation de bureaux en logement pour faire plus de logements. Et il y a quelques temps, quelques mandats présidentiels, on a eu le président Sarkozy qui a dit il suffit juste de rajouter 2 étages à tout Paris et puis le problème est réglé. On va en parler parce qu'a priori, le problème, c'est une bonne solution, mais c'est peut-être pas si simple que ça à mettre en œuvre. Et donc toi, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ça, et en quoi les solutions de surélévation, voilà, comment elles fonctionnent, à partir de quelle surface, quels sont les prérequis un petit peu, le temps que ça peut prendre, parce que je comprends qu'il y a des sujets qui peuvent traîner un petit peu. Est-ce qu'on peut surélever tout? Pas forcément. Voilà, donc on va rentrer un peu dans ce détail, et puis je te propose de te présenter dans un premier temps. Ça marche. Bonjour Arnaud, donc effectivement alors je suis arrivé à la surélévation au moment où je me suis installé avec ma compagne, c'est-à-dire qu'elle voulait absolument rester dans une ville là où on habite, et moi je suis issu à la base de la promotion immobilière, et en fait j'avais pas du tout envie de me taper un peu les contraintes du neuf en termes de normes PMR, et surtout je voulais un emplacement qui me convienne. Donc j'avais dans la ville où on était, il y avait une zone où on passait devant assez régulièrement quand on allait se balader, et on savait qu'au-dessus de cet immeuble-là, parce que j'avais construit juste à côté pour mon ancien employeur, on savait qu'il allait avoir une jolie vue, quelque chose de dégagé, sans vis-à-vis, etc. Et donc en fait, on a toqué à la porte de la copropriété en disant voilà, moi je suis assez intéressé par le fait de vous racheter vos droits à construire et faire une surélévation où on va habiter avec ma compagne. À ce moment-là, en plus, on attendait, on était enceinte, donc on attendait notre premier enfant, donc ça tombait vraiment très 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 bien. Et on a eu de la chance parce que la copro y réfléchissait aussi. Donc en fait, on est vraiment tombé d'accord assez rapidement. On a déposé permis, on l'a obtenu. Et ensuite, ça a déroulé, construction et emménagement. Et on y vit du coup depuis 1 an et quelques. Et du coup, en faisant ça, c'est là que je me suis dit, non mais en fait, moi il y a la promotion standard très bien, mais j'ai vraiment trouvé du sens à la surélévation. Sur le fait de ne pas artificialiser les sols. Donc il y a une notion un peu d'écologie dans l'immobilier en surélévation. Petit point en parallèle, je fais de la surélévation principalement en bois. Donc en fait, il y a vraiment un sujet écolo, ce qui me tient aussi à cœur. Double sujet. Exactement. Et en fait, il y avait la notion de ne pas artificialiser les sols, créer du logement, rénover les copropriétés et construire en bois, alors que on construit. J'ai pas les bons ratios, mais on doit être en 95% de construction béton, et c'est quand même un des secteurs qui pollue le plus. Donc voilà, moi j'ai fait un petit cocktail un petit peu de tout ça en me disant voilà, moi qu'est-ce que j'ai envie de faire si je devais changer de voie. Ce serait de la surélévation en bois. Ça me permettrait de rénover un peu l'habitat existant. Voilà, donc en fait il y a eu toute cette réflexion qui a fait que je me suis dit à un moment donné, je fais ouais, bon vas-y, je franchis le pas et on y va, c'est ça que j'ai envie de faire. D'accord, donc là on va revenir sur 3 notions que j'ai notées. C'est la ZAN, la zéro artificialisation nette. Donc le sujet pour les promoteurs aujourd'hui, c'est que créer du logement sur de la surface qui nécessite d'être artificialisé, donc un sol qui n'est pas du logement à la base, qui peut être un sol naturel, c'est une contrainte qui, alors je sais plus, c'est pas possible, ou ça nécessite d'être neutralisé. Exactement, ça nécessite des calculs, et grosso modo tu construis, sans rentrer dans le détail trop technique, grosso modo tu construis un champ de patates en parallèle. Pour avoir entre guillemets une bonne note, il faut construire, faut réhabiliter une friche, quoi. Grosso modo c'est l'idée. Okay. Donc, voilà. Et donc sur la ZAN, tu construis sur de l'existant, donc en fait c'est même pas un sujet. C'est-à-dire que c'est déjà artificialisé, donc tu fais juste densifier, ce qui est un gros sujet, puisque la densification permet à consommation ISO de sol d'avoir plus d'habitations. La construction bois, c'est une construction qui émet moins de CO2 que la construction béton. On a fait l'apologie du béton en France depuis sa création, la Seconde Guerre mondiale, où on a commencé à beaucoup construire. Maintenant, quand on y réfléchit, on se demande si il n'y avait pas une sorte de lobby des gros cimentiers qui sont des grosses marques françaises, et qui fait qu'on aime bien le béton en France. C'est un autre sujet, mais à la fin, on sait que c'est émetteur de CO2. Beaucoup plus que le bois. Et la construction bois, il y a aussi des gros développements qui se sont faits ces dernières années qui permettent aussi, je crois qu'on a un IGH qui a été construit en bois,
Je crois que c'est Woodhome qui a dû faire ça. Ouais, Woodhome sont très très forts. Effectivement, aujourd'hui en bois, on peut commencer à monter très haut. Ouais. Et l'avantage du bois sur la surélévation, c'est que c'est léger. Exactement. Ouais, parce que c'est léger et c'est très très bien isolé. Oui. Voilà, moi qui habite dans du bois maintenant, je ne reviendrai pas en arrière très clairement. Donc on fait tout d'un coup, on construit léger. Donc ça nous permet de faire des projets là où effectivement, alors en surélévation, on est sur des petits projets, donc on ferait rarement du béton. Par contre, on ferait de la brique à la place, du bloc brique parpaing ou vraiment brique. Mais du coup c'est beaucoup plus lourd et là du coup cet avantage là ça a 3 avantages au final. Ça a l'avantage d'être vraiment très rapide parce qu'on fait du préfabriqué, donc typiquement la résidence où j'habite, on a mis pour la partie structurelle on a mis 1 jour et demi à la poser, donc pour une surface brute de 150 mètres carrés, ça commence à parler un peu, ce que tu appelles la partie structurelle. Toi tu as fait 2 étages là, sur élévation. Donc la partie structurelle c'est quoi? C'est le clos couvert? C'est la partie un peu porteuse, c'est les pans de bois que tu vas venir habiller, que tu vas venir isoler. Si tu veux, pour le podcast, je peux te montrer des photos. C'est vraiment la partie qui vient porter ton projet, qui vient porter les menuiseries, qui vient porter au final tout l'immeuble. Mais si tu veux, ça a quand même une certaine densité. C'est pas que du vide. Donc 1 jour et demi. 1 jour et demi, et ensuite tu viens mettre tes menuiseries extérieures, tu viens mettre ton zinc, tu viens mettre tes isolants extérieurs, tes isolants intérieurs. Du coup, c'est pour ça que c'est très bien isolé le bois, c'est que tu as des isolants intérieurs, tu as des isolants extérieurs. C'est un isolant naturel aussi le bois ou pas tellement? C'est naturel, ouais. C'est ça. J'ai fait un podcast, un épisode précédent avec Tristan Leur qui est une société de construction en bois aussi, qui m'expliquait que la construction bois souffre de l'histoire des 3 petits cochons, puisque le bois ça brûle. Alors on a le bois ça brûle, on a le bois ça fait du bruit, ça isole pas. Enfin, il y a tout un mythe à déconstruire autour de la construction bois. En fait, c'est léger, ça isole très bien. Alors on dit que ça vit aussi. C'est-à-dire que quand on vit dans une construction en bois, en vrai, tu le ressens pas que ça vit. Après c'est du bois, donc forcément ça vit un peu, mais ça vit pas plus qu'une structure neuve qui vient d'être construite. Tu viens de rentrer dans le neuf, moi j'en ai fait beaucoup. Au bout d'un an, 2 ans, ça bouge un peu. L'immeuble se tasse, il prend son assise et tu as des micro-fissures qui apparaissent. Pas de sujet. Ce qui crée des frustrations beaucoup chez les acquéreurs qui disent exactement, comment ça se fait? Ça s'écroule. Exactement. Tu viens chez moi, tu vois pas une fissure. Donc en fait, après c'est comme tout, il faut passer aussi par les bons intervenants. Ce qu'il y a derrière, c'est un petit peu lié aussi au coût de la construction, parce que c'est un peu comme partout, il y a du bon et du mauvais, mais ça vit pas plus que du béton au final. Et en termes d'isolation, effectivement, il n'y a pas de sujet. Et en termes de poids, il n'y a pas de sujet. Enfin, c'est vraiment quelque chose à vivre, c'est vraiment très bien. Et l'avantage, si on compare le procédé de construction en bois, donc c'est les panneaux préfabriqués qui viennent d'usine, c'est-à-dire que le camion arrive, tu as une grue qui les lève, qui les pose, c'est assemblé, ça va vite. Si tu fais ça en parpaing ou en briques, il faut amener les briques et ensuite il faut assembler les briques. Et tu as de l'eau. Et de l'eau, surtout. Oui, pour le mortier. Exactement. Petite spécification, c'est que nous, on a surélevé, et d'ailleurs les projets parce que nous, on travaille principalement en copropriété, donc c'est du logement, donc c'est habité. On vire pas les gens pour venir surélever. Donc, exactement. Donc en fait, le fait de ne pas venir apporter d'eau, en fait, ça te couvre d'un énorme risque d'infiltration au niveau des voisins, etc. Donc, il y a la crainte quand on arrive chez les gens en disant voilà, on va rénover votre copropriété, on va faire tout plein de choses, on va surélever, la copro elle va être toute neuve. Oui, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Les sujets d'eau, d'infiltration et compagnie, de bruit, etc. Alors, du bruit, effectivement, il y en a un petit peu, forcément, sur la phase de gros œuvres, un peu, les 3, allez, moi je préfère dire 4 mois. Alors, je préfère donner un peu plus que moi, mais grosso modo 3 mois où il y a un peu de bruit. Mais les sujets d'eau t'as pas ces problématiques-là. Au final, c'est vraiment très très rapide. Ouais, t'as pas besoin d'avoir une bétonnière sur le toit où tu mets de l'eau, du ciment et donc le risque d'avoir de l'eau, c'est d'avoir de l'eau qui coule et qui fait de l'infiltration. Enfin, il y a plein de sujets potentiels. Donc là, voilà, on est rentré dans la technique. On va parler un peu de la technique. Donc, la construction en bois permet d'avoir une construction légère qui se pose très bien sur un immeuble, mais avant ça, tu fais des études de sol. Toujours. Ouais. Parce que l'immeuble, il est existant, il peut être plus ou moins vieux. Généralement, il n'est pas tout jeune. La plupart du temps, effectivement, c'est quand... Parce que pourquoi on vient surélever? Quelque part, on vient apporter de l'argent à la copropriété.
Donc Oui. il y a une rénovation d'immeuble qui doit être faite. Donc qui dit rénovation d'immeuble dit forcément des immeubles souvent alors très bien placés, parce que c'est les immeubles anciens qui ont été construits là où il y avait moins de construction, donc ils sont souvent bien placés. Par contre, effectivement, très souvent, ils ont une certaine vétusté. Donc alors, tu peux revenir un petit peu sur la question, j'ai perdu. Oui, l'idée c'était l'aspect technique, on parlait des oui, voilà, études de sol. exactement. Donc effectivement, on vient venir construire sur un immeuble qui souvent est vétuste, donc il y a deux choses très importantes sur lesquelles il faut vraiment être serein, c'est quid du sous-sol. Est-ce qu'il y a des carrières en dessous? Est-ce qu'il y a des remblais? Est-ce que hier j'ai fait une étude de sol sur un projet que j'ai dans une ville, je ne sais pas si on peut la citer, mais à Puteaux, où on a découvert un vide sanitaire sous le sous-sol de l'immeuble. D'accord. Donc en fait, ça ne va pas empêcher de surélever, mais tu vois, on a ce genre de petites surprises. Pour peu que cet espace vide soit sous les fondations, il y a un risque, tu vois. Donc en fait, il faut vraiment s'assurer que l'immeuble qui existe a une bonne assise, il est bien fondé, et que derrière, sur la base de cette assise-là, le bureau d'études structure vient voir que l'immeuble en lui-même, il est encore suffisamment solide pour accepter une charge supplémentaire. Oui, tu as le sol et tu as la structure même de l'immeuble, savoir s'il va supporter du poids au-dessus. Exactement. Et identifier les parties les plus résistantes de l'immeuble pour voir au-dessus où est-ce qu'on va faire porter, quels sont les points d'appui du nouvel immeuble. En fait, il y a un cheminement qui se fait du sous-sol jusqu'à la toiture du nouvel immeuble construit. C'est-à-dire que on vient faire des études de sol de l'existant. Est-ce qu'il n'y a pas de remblai? Est-ce qu'il y a des fondations aussi? Très souvent, dans les immeubles des années 1900, tu avais des gros murs d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine de centimètres d'épaisseur qui descendaient tout droit et il n'y avait pas de fondation. Ouais, ils étaient posés comme ça sur le sol. Ils étaient posés et roulent. Donc voilà, on s'assure que le sous-sol est correct, que l'immeuble est globalement bien fondé, que ce soit via les piliers ou via des fondations qui ont été faites. Et derrière, on vient sonder l'immeuble via des études structure pour voir effectivement si l'immeuble qui peut avoir l'air très bien en façade est suffisamment solide et éventuellement aussi identifier des points forts de l'immeuble sur lesquels on va pouvoir venir s'appuyer. Voilà. D'accord. Ça, alors, tu as différents bureaux d'études qui passent, j'imagine. Tu as celui qui va faire les fondations, géotechnicien, bureau d'études structure, exactement. Alors, géotechnicien, donc... Alors, j'imagine qu'il doit aller dans le sous-sol de l'immeuble, trouver les caves et faire un trou pour faire un sondage. Exactement. Tout bêtement, c'est pas si simple que ça. Il a deux travaux principaux que sont l'analyse du sous-sol. Quand je dis sous-sol, c'est la terre, quelle est la matière du sous-sol. Et donc là, il va venir creuser jusqu'à une dizaine de mètres pour pouvoir un petit peu faire des carottages et voir un petit peu quelle est la nature du sous-sol. Donc effectivement, il creuse à côté, parce que de toute façon, il va descendre à 10 mètres. Donc soit il creuse à côté de l'immeuble. En tout cas, c'est lui qui identifie là où il faut creuser. Là où nous, on est maître d'ouvrage, c'est pas notre métier. Il y a des gens qui sont suffisamment capés pour le faire, c'est eux qui identifient leurs points et c'est eux qui le font. Soit donc à côté et soit au sous-sol. Ils viennent avec des outils spécifiques, des fois ce qu'on appelle des machines démontables, c'est-à-dire que c'est vraiment, ils viennent dans le sous-sol et ils remontent la machine pour pouvoir fourrir. C'est un peu de boulot quand même. Exactement, c'est un peu technique. Et ensuite, donc ça c'est le premier travail, d'identifier la nature du sous-sol. Et le deuxième travail, c'est vraiment d'identifier des points et venir creuser au droit des murs pour voir si c'est le mur qui descend ou bien est-ce que c'est une fondation et voir aussi la qualité de la fondation. Ça, c'est l'étude de sol. Ça, c'est l'étude de sol, les géotechniciens. Effectivement, il peut le faire à côté de l'immeuble. On peut imaginer qu'il y a une cour. Peut-être que c'est plus simple de faire un trou dans la cour. C'est ce qui s'est passé dans le dernier sondage que j'ai fait à Puteaux notamment. Exactement. Il l'a fait au niveau de la cour. Il est descendu à 10 mètres pour faire un carottage du sol à cet endroit-là. D'accord. Et donc là, alors après, tu as des cartes géologiques. C'est-à-dire qu'on sait à peu près sur quel sol on va tomber en région parisienne. Il peut y avoir des micro-subtilités. C'est là que tu cherches à savoir ce qu'il y a vraiment en dessous. Parce que ça... Voilà. Exactement. Pour donner un exemple, moi j'ai beaucoup construit à Puteaux à l'époque où j'étais chez mon ancien employeur. C'était dans le résidentiel neuf. Résidentiel neuf, exactement. Et donc en fait, on sait que Puteaux, c'est un très bon sol. Pour autant, il peut y avoir c'est pas des carrières, mais c'est des endroits où on a mis du remblai, par exemple. Où on a fait des mini-constructions qu'on a rasées, on est venu construire au-dessus. Et du coup, ça fait un terrain un peu plus meublé. Tu vas pas pouvoir venir mettre de la charge dessus. D'accord. Alors après, il y a des solutions techniques, j'imagine. On parle de reprise en sous-œuvre. C'est quoi une reprise en sous-œuvre? Une reprise en sous-œuvre, c'est quand, par exemple, tu as justement les fondations qui sont existantes et les murs qui descendent droit, qui sont pas assez solides. Et ben, faut venir mettre des fondations, voire venir
renforcer un petit peu ces murs. Là, on est plus dans le sujet de la géotechnique, on est dans le sujet de la structure, mais peut-être que l'immeuble que tu vois qui est en bon état, qui est très bien, bah, il descend tout droit et au final au sous-sol, bah, tu n'as pas les fameux murs de 30, 40 ou 50 cm, tu es sur des murs de 20 et tu dis bon, bah, il est en R+1 donc ça tient. Mais si tu viens toi rajouter 2 ou 3 ou 4 étages parce que le PLU t'y autorise, bah, en fait oui, il faut venir reprendre et les fondations et la structure même de l'immeuble. Et en fonction, tu peux ne faire de la reprise en sous-œuvre, mais aussi la remonter jusqu'à l'existant, pour la structure de l'immeuble, pour la structure du dessus. Ouais. Parce que tu as des colonnes porteuses, des murs porteurs, et s'ils sont pas assez solides pour reprendre 2 étages, bon, il faut les renforcer. Donc, après, c'est une question de coût. Tout est possible. Exactement. Dans le bâtiment, de toute façon, de manière générale, tout est possible. Il y a des solutions. Aujourd'hui, on fait des ponts suspendus, donc tout est possible. Après, c'est un sujet de coût. On va assez loin et après, on reviendra à l'équation économique. Hein. Mais l'idée, c'est de comprendre déjà, surélever un immeuble. Comme tu dis, des façades, généralement, elles sont plutôt propres hein, dans les immeubles à Paris. On voit des beaux immeubles. Et après, quand on ouvre la porte, c'est ça qu'il y a dedans, avec des murs qui sont de guingois, un immeuble qui penche un peu. Bon, là, ça peut poser des questions en disant si on rajoute du poids au-dessus, ça va peut-être continuer à le faire pencher. Est-ce qu'il s'appuie sur l'immeuble d'à côté c'est pas forcément possible. Alors, il y a donc l'aspect technique, on vérifie que l'immeuble, le sol est bon, on vérifie que l'immeuble peut supporter le poids, et après il y a la toiture existante avec le dernier étage qui ne sera plus un dernier étage. Et là, je dirais quand on est là, c'est la partie la plus simple de te dire bon bah. Quand tu as validé la partie géotechnique, structure, que tu as déposé ton permis, que les différentes... Ensuite, il y a les bureaux d'études liés à la construction, parce que tout ça, c'est amont. Et ensuite, il y a une fois que tu te dis, bon, bah, c'est bon, on a les feux verts, on a l'autorisation de construire, on a notre permis et compagnie, la boîte que tu as choisie qui va venir construire, elle ne va pas venir construire tout et n'importe quoi. Elle-même a son propre bureau d'études qui, lui, va refaire ses descentes de charge sur lesquels il va venir s'appuyer parce que tu as fait les sondages structure en amont, etc. Une fois que tu en es là, c'est entre guillemets la partie la plus simple. C'est-à-dire que tu enlèves ta toiture, tu t'installes ton nouveau plancher et tu démarres au-dessus. Il y a une peur un peu de la surélévation parce qu'on vient rajouter sur quelque chose d'existant du poids. Est-ce que ça va tenir, etc. Dans les faits, c'est pas très très compliqué. C'est pas plus compliqué que de faire du neuf en tout cas. T'enlèves la toiture, tu viens recréer un chaînage au niveau du bâtiment existant. Un chaînage, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de ceinturage, pour le coup béton, qui va venir te tenir ton meuble. C'est comme si on mettait ton immeuble, c'est comme si on venait mettre une ceinture sur l'immeuble pour pas qu'il s'ouvre, parce que tu as tes élévations, mais voilà, il faut vraiment pas que l'immeuble s'ouvre. Et en fait, tu vas venir construire au-dessus de ça. Donc quand on est à cette phase-là, moi j'ai envie de dire c'est la phase la plus simple où a priori tout roule. C'est ça. Bon, on n'a pas forcément peut-être pris les choses dans l'ordre parce que je pense d'abord tu résous l'équation économique, c'est-à-dire tu te dis est-ce que la surface est assez grande, est-ce que les droits à construire sont négociables et en fait combien je peux construire et combien est-ce que je soupçonne qu'il y a une équation économique qui est correcte. Ensuite les impondérables, c'est de savoir si l'immeuble peut supporter cette construction, donc c'est le sondage. Donc d'abord, mais on va y venir, c'est comprendre si on peut construire et c'est rentable. Ensuite, si l'immeuble le soutient. Donc il y a un sondage à faire. Ce sondage, il peut être à perte parce qu'après, tu peux te rendre compte qu'en fait, l'immeuble est pourri et il n'y a rien à faire. Du coup, tu as fait tout ce travail pour rien, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Ouais. Et donc, après, d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on observe sur la surélévation? C'est 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages Tu peux faire beaucoup. Moi, j'ai fait une consultation l'année dernière pour un projet qui n'est pas sorti parce que le propriétaire... Donc, j'ai fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le propriétaire n'était pas suffisamment chaud pour le lancer, mais bon, il le fera plus tard. Et typiquement, on faisait 4 niveaux. Donc en fait, tu n'as pas vraiment de limite. La limite, c'est ton sous-sol et ta structure. Derrière, on va construire, c'est comme construire du neuf. Du neuf aujourd'hui, tu vas faire du R+5, R+6, R+7. Tu n'as pas vraiment de limite. Après, c'est juste un sujet de poids et qu'est-ce que l'existant peut supporter comme poids. Donc tu n'as pas vraiment de limite. Après, tu as ta contrainte qui est d'où tu pars. Est-ce que tu es déjà en R+1, R+2, R+3 ?
et la limite devient la limite réglementaire de Ouais. l'EPLU. Le PLU, il dit, voilà, moi dans cette rue ou dans cette zone, dans ce quartier, je suis en zone UA, UB, peu importe, je t'autorise à construire du R+6. Toi, tu es en R+3, bon, bah, tu peux faire 3 étages. Ouais. Après, est-ce que je peux réellement faire 3 étages étant donné de la structure? C'est ça. Et ensuite, il y a aussi effectivement le sujet économique mais qui rentre en amont, c'est combien va me coûter le fait de faire les 3 étages, combien je dois acheter les droits à construire pour avoir une rentabilité, et voilà, tout ça Alors, fait la surévaluation. ouais, pour en parler un petit peu de l'équation économique, allez, on va prendre un exemple, on voit une dent creuse. Ce qu'on appelle une dent creuse, c'est un immeuble qui est moins haut que ses voisins, globalement. Première chose à faire, vous m'appelez. Voilà, déjà, on appelle Louis, qui est spécialiste et qui aura un avis. Ensuite, le coût de construction, on a un ordre de grandeur? On a un ordre de grandeur. Alors soit, parce que moi je fais principalement de la structure bois, Ouais. c'est dans l'aspect un peu écologique et qualitatif en termes d'habitat, c'est ce que je préfère faire. Il faut compter autour des 3 000 € du mètre en coût de construction pur, hors taxe. Ouais. Voilà. Après, plus on monte haut, plus il faut rigidifier la structure, plus le prix est cher. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est Donc un étage sera moins cher que faire 4 étages. Exactement. Ouais. Après, la petite spécificité, c'est qu'un étage, on y va si on a anticipé qu'on en ferait 2 et qu'on a déjà dépensé des sous et qu'au final, on peut en faire qu'un. Mais sinon, un étage, économiquement, c'est pas l'Amérique. D'accord. Voilà. On aime bien 2 étages, voire 3 étages, parce qu'on est dans cet ordre de grandeur en termes de coût de construction. On l'augmente à peine, et on sait que c'est quelque chose qui amortit bien les honoraires techniques. Quand les honoraires techniques, c'est études structure, sol, mais aussi permis de construire, bureau d'études, parce que tu as d'autres bureaux d'études. Quand tu déposes un permis, tu as le thermique, tu as tout un tas de bureaux de contrôle, tu as tout un tas d'intervenants qui viennent, et en fait, sur le fait de le faire en 2-3 étages, tu amortis un autre sujet qui est, bon déjà tu fais plus de surface, et tu as un autre sujet qui est aussi l'amortissement de ton échafaudage. Ouais, oui. Donc en fait, l'échafaudage, l'air de rien, c'est un vrai poste dans la construction, et du coup, le plus tu construis haut, bah, au final, le moins cher de l'échafaudage te revient. Ouais. Voilà. Donc en fait, il y a tout ce sujet-là. C'est pour ça que je disais qu'on n'aime pas trop les étages uniques très larges. Bah, on va préférer pour la même surface un étage en duplex. Moins d'échafaudage et plus de hauteur. Exactement. Ce qui veut dire que... Ah oui, on a déjà évoqué des conversations... Enfin, j'ai déjà eu une conversation avec toi sur la taille à peu près. Si on se situe sur la région parisienne, tu estimes que ça commence à se regarder à partir de 150 mètres carrés. 150 mètres carrés à peu près. En dessous, c'est... Ouais. En dessous, c'est difficilement économiquement jouable. Donc, alors, dans Creuse, on regarde le PLU parce que si ça se trouve, le PLU ne permet pas de monter. On t'appelle, on voit comment on estime la surface. En fait, on prend l'emprise de l'immeuble. On prend l'emprise de l'immeuble qui va te donner ta surface brute, voilà. Et après on va appliquer des coefficients parce qu'en fait l'épaisseur des murs, de l'isolation, exactement, et des parties communes. Ouais, des parties communes. Ouais. Voilà, donc en fait après il y a ascenseur, il y a pas ascenseur, etc. T'as pas tes parties communes, elles vont varier, mais il y a un coefficient qu'on va appliquer qui est à peu près de 0,75 pour retrouver la partie vendable. Ouais. Entre ta surface mur périphérique et est-ce que tu es capable de ce qui est commercialisable. Quoi. Ok, donc là ça nous donne, voilà, une fois qu'on a l'emprise au sol de l'immeuble, on peut se dire si je fais 2 étages à 0,75, bon, s'il fait 100 mètres carrés, je fais 150 mètres carrés habitables. Ok. Et après, donc échange avec la copro, il faut contacter les gens qui détiennent l'immeuble. Exactement. Et leur faire une proposition. Exactement. Et leur dire, je sais qu'on peut surélever. Est-ce que ça vous intéresse? Là, tout le monde dit non. Et là, tu dis, mais ça va vous rapporter de l'argent. Et là, ça commence à... pourquoi pas. Voilà. Et là, parce que généralement, une copropriété, c'est toute bonne copropriété qui se respecte, c'est une copropriété qui n'a pas de sous. Donc, quand on propose de l'argent, généralement, tout le monde est content. C'est ça. Et ça peut venir en contrepartie de rénovation des parties communes, de ravalement, et plus de l'argent propre pour ce qu'on appelle le droit à construire. Donc tu les rachètes à la copro. Exactement. Et ça, tu quantifies ça dans ton bilan promoteur. C'est ton emprise foncière, j'imagine. C'est équivalent à ça. C'est équivalent à l'emprise foncière. C'est équivalent à l'achat du terrain. Voilà, donc en bilan promoteur, tu pars du bas en disant je peux faire tel chiffre d'affaires, je connais à peu près tous mes coûts et je remonte à ce que je peux proposer à la copro en termes de droit à construire. Voilà. Exactement. Et donc après, c'est une négociation comme sur un terrain. Tu vas voir la copro, tu leur dis je peux vous proposer ça. Est-ce que ça intéresse? Et le ça, il va être mitigé par les travaux de rénovation que tu peux faire aussi. Enfin, c'est une enveloppe que tu as, que tu peux dépenser dans la copro, je suppose. Voilà. Et après, faut mettre tout le monde d'accord. Et là, d'expérience,
Bon, ça se passe comment quand tu as des copropriétaires? En fait, alors, plus la copro est dégradée, plus c'est facile. Ouais. Voilà. Plus la copro est neuve, on veut même pas affaire à nous, parce qu'on a des contacts avec des syndics où on se dit c'est pas mal parce que l'immeuble est plutôt sympa, il est plutôt bien placé, il y a moyen de faire un beau grand appartement avec une magnifique terrasse ou un magnifique rooftop. Et donc là on peut démarcher la copro et plus l'immeuble est beau et plus il nous intéresse, au final moins on y va. Donc effectivement plus la copro est dégradée et plus il y a de gros travaux à faire, plus la négo va être facile au sens de l'adhésion des gens, pas au sens financier. Les gens, aujourd'hui, personne n'est dupe. On sait globalement qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux. Il y a toujours quelqu'un dans la copro qui a un ami archi ou un ami bureau d'études, etc. Et nous, on n'a pas non plus intérêt à duper qui que ce soit. On veut gagner de l'argent. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Voilà, exactement. On veut que le partenariat fonctionne. Nous, on veut gagner de l'argent. On veut que la copro soit satisfaite de notre intervention. Parce que derrière, alors c'est un marché qui commence, qui émerge, donc au sens de l'industrie, au sens où ça commence à se faire. Il faut que tout le monde soit partie prenante, donc, et que tout le monde y gagne. Donc voilà, plus la copro, donc plus la copro est dégradée, plus la négociation est facile au sens de l'adhésion. Mais après, ça reste en termes de prix une négo standard, sachant que dans l'idée, le promoteur, entre guillemets, moi, qui prend le risque, partage le gain avec la copropriété. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le promoteur, il va s'en mettre plein les fouilles. La copropriété touche bon an mal an autant que le promoteur. Ouais. Voilà. Et de toute façon, dans ce type de projet, c'est pas des projets à grosse marge en valeur absolue. Parce que de toute façon, ça restera toujours de la petite taille. On va jamais faire 1000 mètres. Sujet de volume. Exactement. On va jamais faire 1000 mètres carrés de surélévation. Ça n'existe pas. Donc on va se situer entre les 150 où c'est le seuil de rentabilité, on va dire. Et allez, les plus gros sujets que je regarde, on est sur du 500 voire 600. Donc, et c'est vraiment le grand max. Et encore ça, c'est la faisabilité. C'est pas dit que derrière, que c'est la faisabilité au sens du PLU. Ça ne veut pas dire que derrière, on va aboutir à autant. Et que tu as l'autorisation de le faire. Exactement. Juste pour un point de comparaison, donc 600 mètres carrés, c'est une belle surélévation. Toi, dans le neuf, en construction neuve, tes tailles de projet, c'était quoi? Ma taille de projet, mon plus petit projet, alors j'ai pas la surface en mètres carrés, mais mon plus petit projet c'était 49 logements et mon plus gros projet c'était 240 logements avec des commerces à côté de Disney ou de l'hôtellerie, parce que j'en ai fait aussi un petit peu en parallèle. Ouais, mais voilà, 40 logements à 80 mètres carrés en moyenne, ça fait 3000 mètres carrés à la louche. Donc c'était vraiment des bien plus gros projets. Et principalement, et voilà, 49 c'était mon plus petit, après à partir de là j'ai fait au-delà de 120. Donc des surfaces qui sont bien plus grandes. Et effectivement, on n'est pas dans l'artisanat, mais presque sur l'élévation. C'est de l'artisanat, et d'ailleurs on fait travailler des artisans, c'est-à-dire qu'on on va pas consulter Bouygues ou Vinci Construction pour nous sortir, pour en citer que, ou Eiffage, pour en citer 3, pour venir nous faire une surélévation. On va chiner des artisans de qualité avec qui on a l'habitude de travailler et qu'on sait que ça va être bien réalisé. Parce que le sujet, c'est quand même celui-là, c'est qu'une fois qu'on finit... Alors moi, j'ai été, entre guillemets, éduqué dans une maison où quand on finissait les travaux, on aimait bien partir tranquille. Voilà, on est fier de ce qu'on fait et on se retourne pas. Donc je garde cet état d'esprit. Donc on va travailler avec des artisans qui sont compétents et on va faire les choses bien. Et quand on part, on n'a pas honte de ce qu'on fait et on est certain que ça va pas s'écrouler, quoi. Donc voilà. Oui. Ouais. Donc alors on était sur les aspects économiques. Donc tu as fait ton bilan promoteur, tu as défini ce que tu pouvais mettre dans l'enveloppe de la copropriété en droit à construire et ou en rénovation, parce qu'après c'est un arbitrage que tu fais avec la copro. Tu dis j'ai une enveloppe, ça peut faire ça ou ça. Donc les droits à construire, c'est du cash qui va sur le compte de la copro, et les travaux, c'est des travaux qui sont pas à dépenser pour la copro. Donc c'est un peu pareil finalement. Qu'est-ce qui est la question que je me pose, c'est quelle est l'appétence des copropriétaires entre celui qui habite au dernier étage, qui va se rendre compte qu'il va avoir au-dessus, et donc avec peut-être une idée de il va y avoir des enfants, ça va faire du bruit, et j'étais au dernier étage, j'étais bien, le confort d'avoir une isolation supplémentaire parce qu'il a quelqu'un au-dessus. Est-ce que voilà, tu as eu des échanges avec des copropriétaires qui peuvent être un peu compliqués, des gens qui veulent, des gens qui veulent pas? Est-ce que c'est long à convaincre une copro?
long, ça va dépendre de la copro. Tout est vraiment. Il y en a effectivement plus, comme je disais, plus tu as besoin de travaux, plus c'est entre guillemets facile à convaincre. Ce qu'ils veulent, c'est que tu commences vite parce que très souvent, il va y avoir une chaufferie qui ne fonctionne pas, il va y avoir de l'humidité, de la montée capillaire, il va y avoir de la grosse déperdition parce qu'il n'y a pas d'ITE, etc. Donc en fait, ils vont vouloir aller plus vite. Et après, c'est comme tout, tu as des négociations des fois qui sont un petit peu plus longues. Maintenant, par rapport au dernier étage versus le premier, moi j'ai pas encore rencontré trop la difficulté de l'habitant du dernier étage qui dit moi je veux pas, parce que l'habitant du dernier étage peut-être qu'il voudra s'agrandir et prendre une partie de ce que moi je vais construire pour faire un duplex. Ça par contre j'ai déjà eu de même j'ai déjà eu alors c'est pas encore c'est un projet qui est en cours, qui n'a pas encore abouti, mais où au contraire la personne du dernier étage qui a peu de luminosité et qui a pas d'extérieur a dit moi je vendrais bien mon rez-de-chaussée pour acheter un bien au dernier étage. Donc en fait j'ai pas la grosse réticence de la personne du dernier étage, sachant que nous on va faire un gros travail d'isolation entre les deux planchers, enfin entre la toiture, entre le plafond et notre nouveau plancher. Donc dans les faits, il ne nous entendra même pas. Il sera même mieux isolé que lui-même avec le voisin du dessous. Exactement, il sera beaucoup mieux isolé. Donc l'idée c'est que vraiment on n'entende pas du tout les gens du dessous. On va vraiment isoler vraiment à fond. Ce que tu m'as expliqué chez toi, c'est ce que tu as fait. Donc il y a une bonne épaisseur et il y a un vide. Et moi dans mon cas, parce que j'avais suffisamment de hauteur en termes de PLU pour pouvoir le faire, j'ai créé un vide, vulgairement on va appeler un vide sanitaire, mais c'est plutôt un vide de construction, parce que le vide sanitaire est plutôt en rez-de-chaussée, mais c'est plutôt un vide de construction. Ce qui m'a permis de pouvoir faire passer aussi mes réseaux par ce vide-là. Et en parallèle, du coup, j'avais isolé mes murs périphériques. La sous-face, en fait, clairement, il entendra jamais rien. Ça, c'est clair et net. Ouais. Alors, je repense à cette élévation et le fait que chez toi, par exemple, tu as un rooftop et tu as un projet sur lequel tu penses faire aussi une terrasse, un toit terrasse. Ce qui crée une valeur incroyable aussi pour les appartements du dessus, c'est d'avoir un accès avec un toit terrasse sur des vieilles toitures où c'était pas prévu à la base. Et ça, en termes de valeur, alors pour les acquéreurs, c'est génial parce qu'ils ont un extérieur avec une vue top et qui n'est pas juste un petit balcon de 50 cm de large. Ça, c'est sujet à complexité avec le PLU, avec les mairies, avec les copros. Ça va dépendre exactement. Il y a des PLU qui ne l'autorisent pas. Il y a typiquement là où j'ai construit, quand je l'ai fait, ça venait d'être mis en vigueur. Tu as des communes comme Neuilly où effectivement tu as la possibilité de faire de magnifiques rooftops qui existent déjà d'ailleurs, donc qui sont vraiment très favorables à ça, des choses bien végétalisées et compagnie. Donc oui, ça clairement ça fait partie des contraintes d'urbanisme. Voilà. Après pour juste le petit sujet par rapport au balcon, nous on fait pas de petits balcons dégueulasses filants. Non, nous il faut une table avec 4 personnes où on puisse déjeuner tranquillement. Sinon tu le fais pas. Exactement. Faut que ça ait un sens. Faut qu'on fasse du beau et que ça ait du sens. Mais on a tous visité un appartement avec balcon ou terrasse, et en fait tu te rends compte que tu ouvres la fenêtre et tu mets tes 2 pieds et c'est à peu près tout, et en fait on se demande même à quoi servent ces surfaces. Exactement. À part les fumeurs névrosés qui ont besoin absolument de mettre les 2 pieds dehors, mais voilà, c'est un peu gâché, c'est un peu dommage. Bon, après il y a des contraintes qui ont fait que c'était peut-être pas possible à l'époque de construire des grandes surfaces, mais on dit toujours quand même c'est un peu dommage. Exactement. Aujourd'hui, techniquement on peut le faire, et surtout la surface extérieure est valorisée aujourd'hui, ce qui a été peut-être moins avant. Moins le cas avant le Covid. Voilà, exactement. Après le Covid, là les gens ils veulent avoir un minimum d'extérieur, et en fait pour se lever le matin, bon pas maintenant parce qu'il fait moins 15 degrés, mais l'été quand il fait un peu beau, tu t'assois, tu prends ton petit café à l'extérieur, c'est quand même pas mal. C'est sympa. Donc effectivement, nous, pareil, c'est des réflexes que j'avais d'avant. Il y a des dimensions minimum. Moi, ma dimension, je vais pas la calculer en mètres. Je vais la calculer. Moi, je veux une table et 4 chaises. Voilà. Donc il faut qu'une famille puisse dîner au déjeuner tranquillement dans un extérieur. Yes. Donc on a vu les aspects techniques, les aspects financiers, négociation avec la copro. Donc voilà, tu trouves ton immeuble, tu fais tes petits calculs en disant je regarde le PLU, a priori je peux relever 1, 2, 3 étages. En dessous de 2 étages, tu as tendance à moins regarder parce que tu amortis moins tes coûts d'échafaudage et d'études. Une fois que tu as contacté la copro, ils se réunissent, il y a une AG peut-être, et c'est un sujet à l'AG, donc ça va prendre entre 4 et 6 mois le temps que ça s'organise. Dans les faits, très exactement, c'est même en plusieurs étapes, c'est-à-dire que l'AG,
elle va valider le fait d'y aller avec une idée, ce qu'on appelle un avant-projet, une idée de projet. Mais en fait, en amont, il y a beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'avoir l'adhésion de tout le monde. Ouais. C'est pas de partir et d'en avoir 2-3 qui veulent absolument vous casser les jambes et pas sortir le dossier. L'idée, c'est vraiment que on va nuire et on va apporter des nuisances. Donc il faut que tout le monde adhère au projet, il faut que tout le monde soit partie prenante. Typiquement hier, je suis allé faire des études de sol, il y avait quelqu'un du conseil syndical qui était là et qui nous a accompagnés, et ça a du sens qui surveille un petit peu ce qui se passe. Et là, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on approche... alors, soit on nous appelle, soit c'est nous qui démarchons, mais on démarche les copros via les syndics, et on va directement sur des sujets où potentiellement il y a intérêt à ce qu'on apporte de l'argent et à ce qu'on fasse une surélévation. Donc, quand on va quelque part, il y a toujours au moins une personne que ça intéresse. Donc en fait, une fois qu'on approche cette personne, on échange avec le cercle du conseil syndical, est-ce que ça intéresse, machin, etc. Puis ensuite on élargit, on fait une pré-AG avec l'ensemble des gens. Est-ce que voilà, on commence à donner des notions de surface, des notions de prix, parce qu'on a déjà regardé un petit peu notre bilan, et on essaie d'avoir l'adhésion de tout le monde. Et on accepte aussi un peu les contraintes de chacun et les envies de chacun. Typiquement, voilà, moi j'habite au dernier étage, j'aimerais bien récupérer un peu de surface en plus, etc. etc. Moi j'habite au rez-de-chaussée, j'ai des remontées capillaires. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose pour faire? Moi j'habite dans l'immeuble de derrière qui n'est pas concerné par la surélévation. Pour autant, dans cette partie-là, mes caves elles sont pas très bien ventilées. Est-ce qu'il y a moyen de mettre une ventilation mécanique? Donc en fait, on récupère un peu toutes ces données-là et on va bâtir un projet de copropriété. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas que de venir faire la surélévation, repartir avec le cash. L'idée, c'est de faire une surélévation qui ait du sens, qui permette de pérenniser l'immeuble et surtout que ce soit un projet de copro, que ça emmène tout le monde. Sinon, on part avec un sac dans le dos chargé, c'est bon, vaut mieux y aller. C'est ça. Tu évoquais les sujets d'ascenseur tout à l'heure, donc ça peut être, il y a un ascenseur qui est là, donc il faut lui permettre d'aller 1 ou 2 étages au-dessus, donc ça va peut-être immobiliser l'ascenseur pendant quelques jours ou quelques semaines, le temps de faire l'élévation. Est-ce qu'il n'y a pas d'ascenseur et du coup il faut en mettre un et c'est un coût aussi. Et puis voilà, c'est pas complètement anodin. Donc voilà, et toute l'approche des parties communes. Alors, on fait adhérer d'ailleurs dans les parties communes très souvent. C'est un sujet parce que c'est les choses que les gens voient, et surtout ceux qui sont entre guillemets le moins concernés par la surélévation, à savoir les gens des étages un peu intermédiaires, tu vois. Ils aiment bien qu'on leur dise bon voilà, on va décorer de telle façon. Oui, mais est-ce que j'ai le droit d'avoir un autre regard? Évidemment, on fera des échantillons et puis voilà. Enfin, faut avoir un minimum l'adhésion de l'ensemble, quoi. C'est important. C'est quand tu dis on va apporter de la nuisance, c'est le temps de la construction. C'est même pas le temps de toute la construction, c'est le temps vraiment montage de l'échafaudage, démontage de l'échafaudage. C'est ce que je disais, c'est t'en as dans les faits plutôt pour 3 mois. Moi, je préfère dire 4 et être large. J'annonce toujours des délais supérieurs à ceux auxquels je peux faire. Au moins, comme ça, je suis serein et il n'y a pas de vous m'aviez dit que c'est tant de temps et au final, c'est plus long. Voilà. Mais grosso modo, c'est le temps de monter l'échafaudage. Il y a une nuisance. Pourquoi? Parce que tu y habites, tu sors prendre ton café le matin et tu vois un échafaudage devant chez toi. Ou tu ouvres tes volets, là, t'as la surprise. Exactement. Donc il y a ça. Il y a la partie où tu enlèves la toiture, tu as de la démol, donc forcément c'est de la casse. Pas de débat. Et il y a la partie où effectivement tu viens apporter tes matériaux et tu as le camion qui est là, bip, 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 bip avec sa grue et qui monte le matériel. Donc on peut pas dire qu'il n'y ait pas de nuisance. Il y a de la nuisance. Maintenant, en construisant en bois, justement, il y a un minimum de nuisance. On va au plus vite. Et après, une fois que tu as mis ton bois, tes isolants, tu as ravalé, tu as mis ta couverture et tes menuiseries, l'intérieur, ça reste de la rénovation d'appartement. C'est comme si tu étais dans une copro et que ton voisin rénovait un appartement. Et encore, parce que tu casses pas. Tu vois, c'est pas comme, c'est moins bruyant pour le coup. Exactement, tu viens assembler, tu viens passer des câbles, mais tu n'es pas là à casser un mur pour pouvoir y mettre un câble. Tu vois, tu as moins de nuisances sur la deuxième partie, ce qu'on appelle le second œuvre. Tu as moins de nuisances que si tu avais un voisin qui était en train de refaire son appartement. Oui. Et alors, quand on a regardé les bilans de tes opérations, et notamment le trésorier, on s'est rendu compte que c'était assez court comme opération. Donc là, on évoque une surélévation de 160 mètres carrés et tu as 12 mois max, quoi. En 12 mois, globalement, c'est sachant que tu as déjà le permis. Le moment, partie construction, montage de l'échafaudage et livraison au client. Oui. Donc là, l'idée, c'est de monter l'échafaudage, de casser le toit. Donc celui qui habite en dessous, il a plus de toit ou il a encore un toit? Il a plus de toit, mais il a un plancher au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il a un plafond.
Voilà, il a un plafond. Ouais, ça. Et il n'y a plus de comble. Il n'y a plus de comble dans Ouais. l'immeuble, mais il a un plafond. Voilà, donc pendant un moment, il n'a pas trop d'isolation, c'est ça? Oui et non, parce que en fait, son isolation, on vient pas trop y toucher. Nous, on vient mettre D'accord. ce qu'on appelle un parapluie. Donc en fait, c'est le prolongement de l'échafaudage. Ok. Voilà. Ouais. Et tout de suite, on vient mettre le plancher très rapidement. Donc en fait, Ouais. le moment où il est pas isolé, sachant qu'il a toujours son plafond et ça. Il est assez court. Ouais. Voilà, Ouais. c'est vraiment t'en as pour une petite semaine, quoi, grand max. Et donc tes panneaux arrivent préfabriqués. Donc tu as préparé le chantier, c'est quelques jours, quelques semaines. Enfin, préparé je veux dire, le toit. Installation d'échafaudage, démontage de la toiture et préparation pour recevoir le nouveau plancher. Avec le chaînage. Voilà, exactement. T'en as pour un petit mois et demi. Sachant que sur ce dossier-là, qui est un sujet un peu à part, parce que je te parlais tout à l'heure des 2 étages, celui-là, il n'y en a qu'un. Ouais. Donc c'est un sujet où c'est entre guillemets un immeuble assez grand. T'en as pour plus de 3 semaines de montage d'échafaudage. Ouais. Donc en fait, tu vois, dans le mois et demi, le vrai temps de démolition, préparation, etc., il est au final relativement court. Ouais. Ok, donc 3 semaines d'échafaudage, allez, 1 semaine pour tout démonter, ensuite tu as tes panneaux qui arrivent, tu as un camion avec une grue, il faut faire venir une grue, ça va dépendre de la hauteur de l'immeuble, je suppose. Exactement, quoi qu'il arrive, il faut un camion avec une grue, c'est assez lourd. Ouais. Après, la taille du camion et de la grue dépend de la hauteur, effectivement. Là, on a un beau bébé qui est prévu pour arriver, si tout va bien, fin mars. Parce que tu as des panneaux bois, ils font quelle dimension les panneaux bois que tu vas assembler? Ça va dépendre du projet, clairement, ça va dépendre du projet et ça va dépendre, ça va dépendre de la trame, comment c'est tramé. Ça peut être du 1m20, ça peut être du 3 m, ça peut être du 4 m. Okay. Vraiment, c'est assez aléatoire. Donc c'est un certain poids et donc à manipuler, voilà, faut plus ou moins une grosse grue, quoi. Exactement. Donc tu peux avoir ou le camion avec sa petite grue dessus, mais généralement tu as peut-être une grue à côté qui va... Aujourd'hui, tu as du matériel vraiment très, très bien fait et c'est principalement au camion. On n'a pas besoin d'installer la grue à côté. Là encore, pour revenir à l'économie, si tu dois venir faire le montage de grue, puis ensuite le démontage de grue, juste pour monter, juste pour au final peut-être 2 semaines de levage, économiquement, ça marcherait plus trop. Ouais, ok. Donc, et cette semaine, le montage de la structure, tu as dit que c'était assez court aussi, c'est quelques jours? Ça dépend de la surface. Là justement, comme on est étalé, c'est un petit peu plus long, mais t'en as. Et quand je dis structure, c'est vraiment au sens large, parce que là on a un petit peu, on a un déport, il y a des balcons. Enfin, c'est un sujet plus complexe que ce qu'on fait d'habitude, que ce que tu as pu voir chez moi notamment. Et il y en a pour une quinzaine de jours de structure. Il y en a pour une dizaine de jours. Ok, donc là tu as monté ton étage, donc on est à 3 semaines, plus 1 semaine, plus 15 jours, donc on n'a même pas dépassé les 2 mois, et là tu as déjà posé ta structure, après tu travailles à l'intérieur. Tu mets les menuiseries peut-être. Menuiserie, zinc, garde-corps, parce que là il y a des balcons filants tout le long, garde-corps, etc. Donc oui, principalement menuiserie extérieure, les balcons, le ravalement, le zinc. Et après, on démonte l'échafaudage. Et les parties communes, tu les attaques après? Tout à la fin. Ouais, c'est inutile de le faire au début, sachant qu'il y a plus du monde qui va passer, tu vas te casser. Exactement. Ouais, ok. Et donc ça, on a mis bout à bout, on a mis combien? On a mis 8 mois peut-être? Peut-être moins. On va mettre un petit peu plus. Après, ça va dépendre de la taille du projet, mais objectivement, en 10 mois, c'est faisable. Moi, je dis toujours 12. Parce qu'après, il y a toujours des aléas. Il faut en prendre compte. Tu as toujours des jours où il pleut, va travailler. En fait, pas tellement quand il pleut, parce que comme on a le parapluie, ça, on peut faire. Mais quand il fait vraiment très froid, on va pas voilà, les compagnons, on reste des hommes. Donc on va pas travailler. Il y aura des intempéries. Il y a des sujets de livraison aussi. C'est que... encore une fois, c'est de l'artisanat, donc quand tu passes par des fournisseurs qui ont l'habitude de livrer des gros, très souvent les gros ils vont être livrés avant. Donc il y a tout un tas d'aléas d'appro, etc. Si tout se passait bien, ma surélévation typiquement, on a mis 7 mois pour la faire, 150 mètres carrés. Mais ça s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé, on a réussi à tout enchaîner, voilà. Mais vaut mieux partir sur 12 mois parce qu'il y aura toujours d'aléas et atterrir au final à 11. Voilà, et sans avoir à presser les entreprises, etc. Et que ça se file et qu'on tienne le planning, que dire vas-y, moi je le fais en 7 mois, les doigts dans le nez, et au final on en met 12.
ça n'a pas tellement de sens. Donc en termes d'artisan, tu as un menuisier, on appelle ça un menuisier, celui qui va faire les panneaux bois. Alors, c'est usiné. Usiné, C'est ouais. de l'usine aujourd'hui. D'accord. C'est des entreprises bien établies, bien établies et bien structurées. Voilà, c'est pas que on sait faire quand c'est vraiment très galère et difficilement accessible. Où moi, j'avais étudié un dossier qui au final n'est pas sorti, mais où grosso modo pour faire une surélévation sur cours, il fallait passer par un Porsche. Là, ton camion il y va pas. Donc là, on sait faire à l'ancienne, planche par planche, et on fait. Là, c'est pas 12 mois. Hein. Ouais. Voilà, pas 12 mois. Mais bon, on sait faire. Mais sinon, non, moi, je passe principalement. Moi, j'aime bien sur ce type de chantier parce que c'est des petits chantiers au final. J'aime bien des entreprises qui font le clé en main. C'est-à-dire que tu vas prendre des boîtes de confiance qui sont qui sont globalement tout corps d'état et qui vont tout te faire bien, mais surtout il n'y aura pas d'oubli. Le problème quand tu fais du corps d'état séparé sur des tout petits projets, c'est que tu as oublié le lien entre telle entreprise et une telle, et il te manque une prestation. Ouais, déjà, tu as l'organisation de tous les intervenants dans l'ordre, voilà. Et ensuite, si tu en as oublié un... ou une presta, une presta chez l'un, parce que dans ta tête, quand tu quand tu fais un marché avec l'un, tu dis, bon, bah, normalement, c'est à ce marché, à cette entreprise, un truc tout con, les descentes de P, c'est à qui? C'est au plombier ou c'est au ravaleur ou c'est au charpentier? Tu vois, tu as ce genre de petits trucs, et quand tu t'amuses à vouloir trop découper, parce que tu vas te dire, ouais, je vais économiser un petit peu d'argent en faisant travaillant des entreprises spécialistes qui vont effectivement coûter un petit peu moins, au final tu vas te retrouver à devoir gérer un certain nombre d'impondérables, ce qui joue aussi sur la durée de chantier du coup au final, parce que tu vas te retrouver à devoir gérer des petits sujets en chantier et de la pro. Ouais. Et le risque du retard, en fait, d'où vient le retard sur les chantiers? Le retard sur les chantiers, il vient du fait que très souvent on signe des marchés à l'avancement, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une grosse œuvre, d'une boîte qui va venir faire mon chaînage. Voilà, on va prendre un maçon, il va venir faire mon chaînage. Derrière, moi, j'ai besoin du gars de la structure qui va venir mettre la structure. Derrière, j'ai besoin de la menuiserie. Donc, la menuiserie extérieure, le mec, il va venir. Et en fait, très souvent, on signe les marchés à l'avancement. Donc, j'ai besoin d'un mec. Bon, déjà, tu as démarré ton chantier, tu n'as pas signé tous tes mecs. Voilà, donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau mec qui vient sur le chantier, tu as pris 15 jours. L'intérêt, quand tu prends une boîte tout corps d'état, après, c'est des boîtes qui savent faire, hein, c'est pas des premiers ploucs venus. Lui, il connaît son... déjà, tu as validé un planning en amont. Voilà, donc ça, c'est important. Et tu sais qu'il va le respecter parce que c'est lui et lui. Ouais, voilà, donc lui, pour gagner de l'argent, si il a prévu son chantier, il dure 11 mois, s'il le fait en 10, il est content. Ouais. Et il sait qu'il n'y aura pas d'oubli. Parce que de temps en temps, voilà, nous aussi, on va venir et on surveille aussi. Mais c'est pour ça qu'au final, le gain espéré du corps d'état séparé à comparer au coût de l'entreprise tout corps d'état, parce que l'idée c'est ça, dans un projet de promotion, c'est où tu te dis j'ai mon projet et tout ce qui est construction je le donne à quelqu'un, donc en tout corps d'état qui va s'occuper de tout, et donc toi tu fais du suivi, ou tu veux faire l'organisation toi en disant moi j'ai choisi mon plaquiste, mon gros œuvre, mon plaquiste, mon plombier, mon électricien, et charge à moi d'organiser tout le monde et de rien oublier. Donc effectivement tu vas payer un peu moins cher parce que c'est toi qui organise. Et parce que j'ai pris que des spécialistes, donc ils ont optimisé tous les postes, voilà. Alors que l'entreprise tout corps d'état elle va être très forte dans son métier d'origine, mais elle va être moins compétente sur un petit métier annexe, voilà. Et donc le corps d'état te demande plus d'implication dans le projet, de penser à plus de choses et d'organiser. Donc voilà, c'est du temps, c'est peut-être un peu plus de marge à la fin, mais bon, c'est du temps que tu as passé aussi, donc c'est du... C'est kiff bricot. Sur des petits projets, c'est du kiff bricot. Ouais. Et souvent, voilà, la sécurité de travailler en tout corps d'état, c'est que voilà, tu donnes les clés à quelqu'un, tu fais un point régulièrement avec lui, parce que je pense que sur les chantiers, tu y es très régulièrement, comme toujours. Et ça permet d'avoir la sérénité de dire s'il se passe... Tu pourrais déporter la responsabilité en disant s'il se passe quelque chose, c'est de sa faute. Après, voilà, tu choisis quelqu'un qui normalement sait faire. Exactement. Et il y a le sujet, c'est que moi je continue à faire d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des gros promoteurs. Hein. C'est pas le sujet, hein, mais c'est toujours compliqué
alors, quand tu fais de la grosse promotion, ça a du sens de prendre du tout corps d'état parce qu'il y a vraiment des grosses économies. Voilà. Donc, effectivement, ça a du sens de prendre des mecs qui savent, dans leur cœur de métier, être vraiment très bons et envoyer du maîtrise. Donc, ça a du sens. Par contre, quand tu as un sujet de un tel, il devait le faire et moi je suis en retard à cause d'un tel, machin et tout, toi, t'es pas H24 sur le chantier. Donc, tu vas taper sur le doigt de qui. Voilà, il y a ça qui est un peu compliqué. Moi, en prenant sur des petits chantiers, déjà, le tout corps d'état a nettement moins d'intérêt. Et surtout, quoi qu'il arrive, s'il y a un pépin, le mec sur qui taper, c'est que lui. Ouais. Donc, il y a un fautif. Voilà. Il y a un fautif, il y a un responsable. Exactement. Alors que plus il y a de personnes, plus ça peut être dilué en termes de responsabilité. Ouais, exactement. Donc on va tous, les artisans vont tous se rejeter la faute exactement. En disant exactement. Ah mais c'est parce qu'il n'était pas à l'heure. Il n'est pas à l'heure, j'ai pas pu. Voilà. Enfin bref. Donc, voilà. Et en tout corps d'état, tu peux être sûr que le plombier passe avant le peintre, quoi. Par exemple. Normalement, si tout va bien. Il y a toujours des... Et aussi un truc très important, c'est pour la qualité rendue. C'est que tu fais un très gros projet, donc tout corps d'état, il n'y a pas de problème. La plupart du temps, tu vas prendre un carreleur, tu vas prendre un peintre. Tu es sûr que donc le carreleur il va venir avant le peintre, parce que le peintre il arrive à la fin. Tu es sûr que le peintre il va abîmer le carrelage. Voilà. Là, quand tu prends une seule boîte, tu sais que les mecs ils vont faire attention au travail que le peintre il va faire attention au travail du carreleur, parce que le carreleur c'est son pote au final. Ouais, c'est ça. Et il y a une qualité rendue qui n'est pas la même. On dira ce qu'on voudra, c'est pas la même. Ouais, c'est vrai, le côté compétition entre entrepreneurs. Exactement. Ils peuvent mal s'entendre tout simplement. Après, ça reste des hommes. Donc, Exactement. Le courant peut ne pas passer. Il y en a qui sont un peu caractériels aussi, comme partout. On est dans le bâtiment. Donc voilà. Exactement. Puis, et donc ça peut créer des conflits, effectivement. Ils peuvent avoir envie de se saper un peu le travail. Oui, et surtout, moi j'ai envie d'avancer, machin, j'ai un peu dégueulassé, tant pis, sera nettoyé à la fin. Non. Là, quand tu as une seule boîte qui fait tout, tu peux être sûr que le patron, et notamment les boîtes avec qui je travaille, et le mec qui surveille, il fait attends, voilà, il y a un vrai rendu qualité. Et c'est ce que je veux faire. On fait de la qualité avant tout. Ouais. Alors, je voulais parler de la VFA, en disant ce que tu construis, c'est du neuf, finalement. Alors, ce qui est un peu dissonant, c'est que tu fais du neuf sur de l'ancien, mais c'est apparenté à du neuf. Exactement. Donc, ce que tu vends, c'est du neuf. Exactement. Ce qui veut dire deux choses. C'est que, alors d'un point de vue strictement financier, il y a de la TVA. C'est-à-dire que à 20%. Il y a 20% de TVA sur le logement. Donc, moi, j'achète surtout un logement. que les auditeurs qui nous écoutent, quand on vend, si on vend à 10 000, on vend pas à pour nous, c'est que du 8 000 au final. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a 2 000 pour l'État. Exactement. Par contre, tu as des droits réduits. Donc, tes droits de notaire, des frais de notaire réduits, tu es à 3%. Un petit peu moins, on est à 2 des radis, autour de 50. Donc, voilà, en fait, on explique toujours que le neuf est un petit peu plus cher parce que, d'une part, c'est du neuf. Donc c'est des standards qui sont acoustiques. Donc tu le payes un peu plus cher, mais tu as une qualité qui est normalement au-dessus de l'ancien. En contrepartie, tu as des droits réduits. Mais pour le promoteur, la douloureuse, c'est la TVA. Qui est quand même pas du tout anecdotique. C'est vrai que quand on voit un prix de marché, par exemple, ce quartier, c'est à 8 000 €. Toi, si tu vends à 8 000 €, en fait, tu as 20% de chiffre d'affaires en moins. Parce que le reste, c'est de la TVA. Exactement. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. On avait fait une pré-AG justement sur un dossier où normalement on fait l'AG en janvier. Où une dame en pré-AG nous dit voilà, mais vous, vu où l'immeuble est placé, vous allez vendre à 10 000, vous allez vous en mettre plein les radis. Golden. Alors, excusez-nous, mais alors. Et elle nous dit, et on lui dit non, mais en fait, il y a 20% d'un. Alors, il y a deux sujets, parce que comme tu dis, on fait du neuf, mais on fait dans de l'ancien, donc en fait on ne vend pas au prix du neuf, parce qu'on n'aura jamais un hall majestueux comme on peut avoir certains promoteurs. Même si tu refais les parties communes, elles ne seront pas au standard actuel. On va pas pouvoir pousser les murs. Voilà. On va pas pousser les murs, on va s'accommoder des locaux poubelles, on va se débrouiller, on va trouver des alternatives pour pouvoir avoir les espaces communs comme dans le neuf, mais il faut être lucide, on n'aura jamais l'exactitude du neuf. Donc en fait, quand dans le neuf on vend à 10 000, nous on va plutôt vendre à 9 000 et quelques. Voilà. Et donc la dame disait, voilà, vous allez vendre à 10 000, parce qu'ici on vend à 10 000 voire à 11 000. Et elle nous dit non, alors non, déjà le marché, ce qu'il était il y a 2 ans, c'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Donc même à 10 000 dans les faits, on ne le vend pas. Nous, au final, on vend plutôt à 8 000 et quelques. Et donc dans les 8 000 et quelques, il y a effectivement 20% de TVA. Donc dans les faits, la composante de notre bilan dans le prix de sortie, on va plutôt être autour des 7 000 et des radis. C'est ça. Voilà, donc effectivement. C'est ça. Après, voilà, tout le monde n'a pas
la capacité, ou n'a pas un bilan promoteur en tête. Oui, oui. Après, à nous d'être pédagogue et d'expliquer. Oui, tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Même la TVA, voilà, c'est un sujet de tout ce que tu achètes dans le commerce, c'est sujet à TVA. Exactement. Donc le commerçant, il a 20% de moins, plus tous ses coûts. Enfin, bref. On est collecteur, comme me disait un de mes anciens patrons, on fait que collecter, on travaille gratuitement pour l'État, comme il disait. Mais dans les blagues de promoteurs, il y a le grand gagnant dans la promotion, c'est l'État. Il va collecter sa TVA, il va prendre de la taxe d'habitation, l'État au sens large. La TVA sur le mobilier du acquéreur qui va déménager et remeubler, etc. Voilà, il va avoir les frais de notaire, donc et puis les impôts sur la marge que va dégager le promoteur. Exactement. Bon, voilà. Donc quand tout va bien, mais ça permet à tout le monde de gagner de l'argent, on va dire. Exactement. C'est pour ça que je disais que voilà, dans l'idée, dans le prix de ce qu'on va appeler le foncier, en tout cas du droit à construire ou droit à construire et travaux, l'idée c'est vraiment ça. Et pourquoi un partage de la marge? On pourrait se dire aux gens qui nous écoutent, ils pourraient se dire quand même ils se gavent parce qu'ils prennent quand même la moitié du projet. Dans les faits, une fois que donc déjà c'est des petits projets, il y a vraiment du risque. Il y a une rentabilité qui est aussi attendue parce que sinon en fait on ne sait pas construire parce que personne ne nous prête. S'il y a trop de risques, on ne le prête pas. Et derrière, oui, il y a de l'impôt. Donc, on enlève la TVA, on enlève l'impôt, on construit, on achète droit à construire. Voilà, dans le calcul dans l'image d'Épinal du promoteur qui se goinfre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur toutes les surélévations que tu as étudiées, tu ne les as pas toutes faites parce que tu as fait les sondages. Un sondage, c'est quoi? C'est 5 000 euros en hors taxe, on va être pour un sondage simple, on va être autour de 5 500. Voilà. Donc, c'est à l'échelle d'un projet, c'est pas grand-chose si le projet se fait. Mais si tu fais 5 sondages et que tu n'en fais qu'un projet, tu as 25 000 euros de sondage que tu dois rentabiliser quelque part. Quoi. Exactement. Et il faut avoir en tête un ratio très simple. Un permis déposé, rien qu'un permis déposé. Et après, c'est pas parce que l'immeuble supporte le projet qu'il va aller au bout. Parce qu'un permis peut être contesté par des voisins, il y a des recours, etc. Un permis déposé, c'est environ 50 000 euros hors taxe. S'il y a des recours sur un permis et que le projet, quand bien même il sort dans 3 ans, ça aurait été 50 000 euros hors taxe. Donc nous, en termes de trésorerie, c'est 60 000 euros de trésorerie qui ont dormi pendant 3 ans. Donc il faut vraiment mettre tout ça un peu dans un sac. Contexte, exactement. Alors, finalement, à côté, l'étude de sol, c'est peanuts par rapport au permis. Mais dans le global, oui, parce qu'il y a plein d'intervenants, bureau de contrôle, il y a plein de mais voilà, l'idée, c'est que oui, un projet, ça rapporte de l'argent, mais il faut aussi le comparer à l'ensemble des projets sur lesquels il y a eu des études, du temps passé, qui n'a pas été rémunéré, beaucoup de temps passé. Là, ce qu'on dit, c'est que faut faire les études, faut discuter de bout de gras avec tout le monde, et ça, c'est très chronophage. Et ça, toi, t'es pas rémunéré, t'as pas de salaire pour ça, c'est ta marge et tes honoraires de gestion une fois que le projet est lancé. Mais pendant ce temps, il y a du temps passé, donc c'est de l'investissement, on va dire. Et tout ça, à un moment, il faut que ça paye, donc il faut que ça paye sur un projet. Et un projet de promotion, c'est simple, plus c'est gros, plus il y a du volume, plus la marge en proportion va rester la même et ça fait plus d'argent. C'est pour ça qu'il y a des promoteurs qui, quand ils ont intervenu sur un détail, ils disent moi en dessous de 100 logements je regarde pas. Voilà, parce que mes coûts de structure, parce que avec les temps qui courent ça peut évoluer un petit peu, mais globalement voilà, on préfère faire un projet de 100 ou qu'un projet de 20 logements parce que le volume va être plus intéressant. Et donc là comme on disait tout à l'heure, tu es sur des petits projets. Voilà, donc après tu as une structure de coût qui est légère, mais c'est quand même de l'investissement et voilà. Donc donc ce que je comprends quand tu parles de partage de marge, c'est comme si finalement tu valorisais les droits à construire à zéro. Et tu dis la marge c'est ça et je la coupe en deux et ça c'est ce que je vais isoler pour la copro. Exactement, c'est mon prix de mon foncier, je le calcule à zéro, j'ai ma marge finale qui est à 100, on fait 50 et du coup le prix du foncier devient 50. Voilà. Exactement. Et après tu vois si les 50 par rapport au chiffre d'affaires c'est un pourcentage qui est décent parce que tu parlais de la question du financement effectivement. Alors là où je voulais en venir sur la VFA, c'est que donc tu as de la TVA mais tu as de la VFA. Donc, tu as une GFA, une garantie financière d'achèvement, qui va te permettre de faire des appels de fonds. Si les lots sont commercialisés. Donc, imagine un cas allé au hasard, 3 appartements qui sont dans Paris bien placés. Voilà, dans Paris bien placés, qui sont 100% commercialisés. C'est-à-dire, au moment où tu ouvres le chantier, tu as des appels de fonds qui passent, qui te permettent de faire un petit peu de trésor. Plus les fonds que tu peux avoir levés, les fonds que tu apportes, ça va faire le fonds de roulement, voilà, qui va te permettre de payer les premières échéances avant d'attaquer d'autres appels de fonds et de financer ainsi l'opération. Et ça, c'est hyper intéressant, mais c'est contraignant dans le sens où il faut une GFA. Pour une GFA, il faut de la pré-commercialisation. Enfin, voilà, et il faut une notice. Enfin, voilà, Oui, il faut une notice, il faut qu'on nous fasse confiance aussi. Voilà, c'est une branche de l'immobilier qui démarre. Voilà, c'est pas facile. Voilà, alors, elle démarre, mais ça fait...
longtemps que moi j'entends parler de surélévation. Je pense qu'il y a 10 ans, j'avais déjà des acteurs qui discutaient, qui me disaient on se lance. Ça n'a pas... Comme je disais en chapeau, on a la marotte de la transformation de bureau en logement, qui est une idée intéressante, mais pareil, il n'y aura jamais de gros volume. La surélévation, c'est un super sujet. On la voit arriver parce qu'il y a des contraintes aussi réglementaires qui font que c'est encore plus compliqué de faire du neuf, mais c'est un sujet qui ne sera jamais un sujet à volume monstrueux. Non, tel que je le vois, après je peux me tromper, je ne suis pas devin, mais... Enfin, en tout cas, aujourd'hui... aujourd'hui, effectivement, exactement, ça restera toujours de l'artisanat parce que ça ne fait travailler que des artisans. Donc au final, c'est des petits projets. Pour sortir un projet, il faut en avoir regardé 10. Faut que le dernier... pour qu'il aille jusqu'au bout, il a quand même ses petites contraintes, etc. Donc oui, tel que je le vois, ça sera que de l'artisanat. Et alors, il y a le sujet de la surface. On a estimé pour la région parisienne, il faut au moins 150 mètres carrés pour avoir un projet qui soit suffisamment volumineux pour qu'on puisse absorber tous les coûts. Il y a aussi 150 mètres carrés à Paris, c'est pas les mêmes que les 150 mètres carrés à Lyon ou à Saint-Étienne. Tu as un coût du foncier et un coût de construction qui fait que l'équilibre va être un peu chahuté. Donc là où l'immobilier est cher, donc en région parisienne, dans les villes un peu denses, là, tu as de la matière, mais là où l'immobilier n'est pas cher, en fait, il n'y a même peut-être pas d'équation. Alors, il y a même aujourd'hui en région parisienne, dans certaines villes, il n'y a pas du tout d'équation. Et après, il faudra voir comment éventuellement on arrive à faire baisser certains coûts. Peut-être parce que les gens qui nous font les structures préfabriquées, notamment, peut-être qu'ils vont réussir à s'ajuster. Après, effectivement, quand tu sors un peu de la région parisienne, tu as aussi le coût de la construction de manière générale qui est un peu moins cher parce que X ou Y raison, le coût de la vie est peut-être aussi un peu moins cher, donc du coup les salaires sont un petit peu plus bas, etc. Donc il y a aussi la partie main-d'œuvre qui va peut-être jouer, mais dans l'immédiat, c'est principalement les villes où le prix de l'immobilier est cher, effectivement. Moi, j'avais sorti à l'époque où j'étais chez un grand promoteur une opération à Melun où on le sortait en prix de vente à 3200 € du mètre. Je peux te dire qu'il faut se battre pour sortir un projet à 3200 € du mètre. Et là, un peu la surélévation, c'est un peu pareil, mais sur encore d'autres niveaux. C'est-à-dire que à moins même en région, à mon avis, à moins de 6500 7000 € du mètre, tu regardes même pas, quoi. Le sujet pour ton projet à 3200 € le mètre, c'est ton coût de construction. Tu l'estimes à 1008, allez, à la louche, 1008-2000. Sur du neuf. Un petit peu moins. Sur du neuf, on était plutôt à du 1000-2003. Ouais, 1000-2003, ça te laisse 2000 € pour payer tout le reste. C'est-à-dire le foncier, tous les honoraires, voilà. Donc et la marge de l'opération. Donc tu commences à regarder tout ça au millimètre. Je te confirme que c'est du millimètre parce qu'on était sur une rentabilité de 6000 € par appartement. Donc voilà. Donc, et ça, quelque part, tu peux le regarder quand tu es sur du grand volume et que tu as l'habitude de faire, etc. Si tu es sur des petits projets, quand réellement tu vois que c'est trop ric-rac, tu vas pas. Parce qu'un projet planté, derrière, tu en as pour 2 ans à trouver. Alors, tu as les 4 projets que tu n'as pas fait qui ont coûté de l'argent, le projet planté sur lequel tu dois tout retrouver. Donc, voilà. Faut Alors, est-ce que tu peux avoir des très mauvaises surprises tu lances l'opération, tu commences à curer, là, tu te dis waouh, c'est pas possible. T'en as peut-être pas encore eu, je te souhaite pas d'en avoir. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, là, comme ça, j'ai rien qui me vient. La mauvaise surprise, je dirais peut-être que est-ce que ce serait pas, par exemple, là on parle par exemple d'un projet de 3 logements. La mauvaise surprise pour moi, parce qu'en fait, quand tu es dans la technique, quand tu es dans la construction, c'est des choses que globalement on maîtrise. Au final, c'est du connu, les boîtes sont compétentes. Une fois que tu as validé ton sous-sol, ta structure, t'as pas tellement de vrais gros risques. Puis après, c'est des petites solutions du quotidien sur une construction. Il n'y a rien de vraiment complexe. Moi, le risque, je le mettrais plutôt par... Alors moi, je lance des opérations une fois que j'ai tout commercialisé. Donc déjà, je m'enlève un bout du risque. Mais on n'est jamais à l'abri. Tu signes ton terrain, t'es pas à l'abri de ton terrain, ton droit à construire. T'es pas à l'abri que le jour de ta signature, t'espérais signer deux de tes acquéreurs, et t'es pas à l'abri qu'il y en ait un qui dise finalement j'ai pas mon financement. Et donc là, dans ta trésor, le risque tel que moi je l'identifie, il vient principalement de là. Donc après, à nous de nous couvrir un petit peu en disant finalement je vais emprunter tant pour justement pour compenser, pallier un petit peu à ce risque-là. Dans quelle région on est, quel est l'attrait, on va quand même commercialiser avec des réseaux qui ont un peu un œil sur le type d'acquéreur. Mais en vrai, ce risque-là, il existe. Donc en fait, moi, c'est pas tant le technique qui te fait peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est beaucoup plus ça.
C'est qu'un jour, tu commences à casser, tu dis bah, mince, je m'attendais à avoir 150 000 euros d'appel de fonds là et au final, je vais devoir attendre 3 mois. Donc là, oui, c'est vraiment plus ça qui me fait peur. Et alors là, donc la lumière vient de s'éteindre parce que le capteur de lumière est derrière la cloison. Donc je vais m'absenter une demi-seconde histoire de le réactiver. Fais comme chez toi. Les aléas du direct. Magnifique. Voilà, j'exclus pas une prochaine interruption puisqu'il n'y a plus personne sous le bureau là à cette heure-ci, ce qui fait que la lumière peut se rééteindre. C'est la joie des compartiments des bureaux magnifique. Où les capteurs sont placés à côté de la cloison. Donc on était sur VEFA, la commercialisation. On revient sur l'avantage inconvénient de la VEFA. La VEFA, c'est que tu prévends avant d'avoir construit, oui. Donc tu vas financer avec des appels de fonds. L'inconvénient, c'est que c'est pas forcément facile à vendre, dans le sens où le rêve du promoteur, c'est de vendre une fois que c'est achevé. Mais là, ça demande un financement qui est très très lourd. Il faut avancer tous les fonds. Et puis après, il faut porter le temps de commercialiser. Donc, admettons, tu as 12 mois de construction. Si tu finances tout, tu as sorti énormément d'argent. Tu as sorti ton prix de revient, donc, qui est 10-15% en dessous de ton chiffre d'affaires. Tu dois commercialiser et attendre que l'acquéreur ait son financement. Donc, tu attends encore 2-3 mois. Ou alors, tu peux essayer de commercialiser avant la fin. Mais... Bref, donc c'est très très lourd financièrement en fait. Donc voilà, il faut vaut mieux vendre sur plan. Et super risqué parce que c'est ce qui s'est passé pour des promoteurs de manière générale et tous les agents de l'immobilier en général. C'est que tu bâtis un projet sur une période par exemple qui est ascendante. Donc le prix de l'immobilier augmente, etc. Tes coûts sont stabilisés, etc. Et tu as un retournement de marché et tes prix se cassent la gueule de 10 points. Et ton coût de construction pour finir, lui, il prend quand même 10 points. Et donc en fait, tu te retrouves un peu dans un effet ciseau. Oui, c'est très très risqué. C'est ça. Et donc c'est ce que la promotion neuve a vécu ces dernières années, c'est plutôt un chiffre d'affaires restant qui est à la baisse, des coûts de construction qui évoluent plutôt à la hausse. Et donc c'est l'effet ciseau de ma marge se retrouve à zéro et c'est le meilleur des cas et je peux perdre de l'argent. Donc c'est moins chouette. Alors voilà, là tu es sur des petits projets. Donc c'est vrai que la commercialisation sur l'actif dont on parle, il y a 3 lots. Il n'y en a pas 40 à commercialiser. Bon, il faut quand même les vendre. Je minore pas le travail, mais voilà, faut les vendre. Une fois que les 3 sont vendus, tu peux attaquer. Exactement. Et c'est vrai que là, on parle 600 mètres carrés au max. 600 mètres carrés, ça commence à faire une belle surélévation parce que tu peux faire... 600 mètres carrés, on va être sur à peu près 8 lots parce que nous, on veut faire du grand. Donc, on va faire... L'idée, c'est vraiment pas de faire du petit. Et de toute façon, les PLU ne nous autorisent pas. C'est-à-dire qu'on autorise à faire la surélévation quand on améliore la typologie de l'immeuble. Donc, grosso modo, si tu as des 2 pièces, vaut mieux faire du 3 et 4. C'est ça. Voilà. Alors, j'allais venir. La question, c'est donc dans le PLU, quand tu fais de la surélévation, qu'est-ce que tu peux faire? Puisque quand tu construis du neuf, tu as l'urbanisme va te demander de respecter une typologie qui est assez diversifiée. On va dire il faut un peu de T2, un peu de T3, un peu de T4. Là, est-ce que tu as une contrainte là-dessus? On a une contrainte qui est justement celle d'améliorer. Alors quelque part, on a 2 contraintes parce que même pour nous, le moins on fait de logements, le plus c'est facile de les faire. C'est-à-dire que tu as moins de parties communes, voilà, donc c'est plus simple. Et après, tu as le fait qu'effectivement, les communes, elles veulent un peu de mixité. Donc, elles veulent pas un immeuble. Typiquement, je regarde un sujet avec principalement du 2 pièces. C'est comme ça que ça a été bâti dans les années 70. Bon, c'est comme ça. Là, la commune, ce qui l'intéresse, c'est de mixer un peu tout ça et de venir mettre du 3, 4 et 5. Si c'est pour refaire stricto sensu et faire du 2 pièces et mettre que d'étudiants ou du petit couple, enfin c'est pas tellement l'intérêt. Donc en fait, ça va bien là. Voilà. Donc en fait, c'est un peu la contrainte et c'est au final pas une contrainte, c'est quelque chose qui nous arrange au final. Et alors la question que j'avais, c'est par rapport aux normes, tout à l'heure tu as évoqué le terme PMR. Je me dis sur la surélévation, donc le PMR c'est les personnes à mobilité réduite, et donc ça crée tout un chaînage d'accessibilité, c'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un en fauteuil roulant puisse accéder à l'ascenseur, à son immeuble, à son appartement et à toutes les pièces de l'appartement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des contraintes qui sont un peu plus flexibles. En fait, on peut déroger à cette réglementation. Parce que de base, de toute façon, dans la plupart des cas, les immeubles ils sont déjà pas PMR. C'est-à-dire que 3 marches pour arriver à l'ascenseur. Ou même pas les immeubles anciens où il n'y avait pas d'ascenseur. Tu as toujours les 3 petites marches parce que ça te permet de faire un petit décalage de 70 cm et de pouvoir aérer tes caves. Tu vois, souvent quand les gens se baladent dans la rue, dans des anciennes rues, il y a juste au-dessus du trottoir, il y a les petites grilles de ventilation qui permettent d'aérer les caves. Exactement. Donc
en fait, déjà de base, c'est pas PMR. Déjà de Et base. pour faire une rampe sur 3 marches. Et pour faire une rampe sur 3 marches, et surtout si tu as un couloir d'1 mètre, comme souvent c'est le cas, Ouais. c'est un peu marche galère. pas. Donc déjà de base, t'es pas PMR. Donc en fait, on a des. Alors les communes, elles sont pas bêtes, hein, elles ont anticipé ça, et il y a moyen de déroger à ces règles-là. Voilà, donc c'est très pertinent. Ouais, Voilà. ouais. C'est pertinent, d'autant que voilà, la contrainte PMR, c'est d'avoir aussi une très grande salle de bain, des toilettes très grandes, qui sont des pièces qu'on trouve vite disproportionnées quand on visite du neuf, en se disant j'ai pas besoin d'avoir des toilettes aussi grandes, Exactement. mais qui correspondent à une contrainte de réglementation. Donc Exactement. là, tu arrives à une proportion qui est... Nous, justement, on arrive à faire, si on prend un 5 pièces standard, on arrive à faire comment on appelle ça, la master bedroom là, en français, c'est la suite. Voilà. La suite, parentale. La suite parentale, on va faire une suite parentale qui va faire autour de 17 mètres carrés, et après on va arriver à faire des chambres qui font entre, au minimum pour les chambres d'enfants, 10 mètres et demi, 11 mètres, jusqu'à 12-13, et avoir des pièces à vivre suffisamment grandes, etc. Donc dans 100 mètres carrés, on arrive à bien optimiser, et faire en sorte d'avoir de grands espaces. Et t'as pas des couloirs trop larges dans lesquels tu pourrais... On n'a pas des couloirs de 1m30, voilà, on peut s'ajuster. Et après, l'avantage aussi, après ça reste du neuf, hein, c'est vraiment de faire comme moi je commercialise tout avant de lancer en construction, on sait aussi s'adapter à l'envie du client. Hein. Donc on peut quasiment faire du sur-mesure. Oui, c'est en termes de choix de carrelage, de choix de sol. Et même de cloison, c'est-à-dire qu'on va avoir nos piliers porteurs principaux à l'intérieur. Vu que je n'ai pas encore lancé ma construction, on est vraiment très très en amont. Voilà. Oui. Ce qui n'est pas forcément dans le permis, puisque le permis c'est l'enveloppe. Oui. Et donc après l'agencement intérieur modulo, ce que tu peux bouger, c'est les porteurs. Bon, tu peux faire ce que tu veux à peu près. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que dans le permis, grosso modo, on va garder le nombre de lots. Et effectivement, les ouvertures extérieures, les balcons, etc. Et après à l'intérieur, tu fais comme tu veux. Ok. Alors, pour parler ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le président Nicolas Sarkozy qui, je me souviens à l'époque, avait dit la surélévation, ça va permettre de densifier Paris. On a un sujet sur l'haussmannien. Je pense que c'est pas forcément facile. Alors, il y a le PLU qui peut-être le permet pas. Ensuite, il y a la qualité architecturale qui le permet forcément. Puis ce sont des vieux immeubles aussi. Donc, oui, alors en termes de structure, c'est pas tellement le sujet, excepté certains arrondissements où tu as full carrière et là, faut même pas y aller parce que si tu dois dans des petits projets comme ça. Ça va enfoncer l'étage du dessous. Donc, tu pourras surélever parce que l'étage se sera enfoncé. Exactement. Bonne chance. Alors, la principale contrainte de l'haussmannien, c'est même pas des sujets réglementaires, ça va être des sujets techniques là pour le coup. C'est-à-dire qu'on est déjà sur du mansard. D'accord. Donc, si tu peux pas surélever sur du mansard. Qu'est-ce que tu appelles du mansard ? Le mansard, alors, si je schématise un peu, tu as un immeuble à 2 pans. Oui, ok. Voilà. Et le mansard, lui, il va être un petit peu. C'est la pente, la pente du toit. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, comme tu as des doubles pentes, tu n'as pas un appui droit pour venir construire. Et pour surélever, vaut mieux quand même être à l'aplomb. Donc, ça veut dire que pour que ça se fasse, il faut que tu rases ton dernier étage pour en surélever 2. Et là, l'économie du truc ne fonctionne pas du tout. Là, c'est même pas la peine. C'est-à-dire qu'en fait, tu viens t'appuyer, mais pas sur le porteur, tu vas t'appuyer en décalé, et ce qui, en termes de reprise, en fait, marche pas. Voilà. C'est ajouter du poids là où il n'y a pas de force. Exactement. D'autant plus que tu vas être la plupart du temps. Alors, les gens ne le savent pas, mais dans l'haussmannien, c'est des constructions à 80% de bois. Donc, tu vas avoir des planchers bois, etc. Donc, tu n'as pas une vraie résistance en termes de structure intérieure. Donc, on ne peut pas rajouter 2 étages dans tout Paris. Non. Déjà, le sol, à certains endroits, c'est même pas la peine d'y penser. 2, les vieux immeubles ne le permettent pas. Il y a un rapport, alors il faudrait que je retrouve quel organisme l'avait sorti, mais grosso modo, c'est entre 10 et 15% des immeubles de Paris qui seraient surélevables. D'accord. Donc c'est à peu près ça le ratio. C'est déjà pas mal. C'est pas tout, mais effectivement, t'enlèves une grosse partie. Quoi. Ouais. Donc, ou alors tu fais des gros travaux pour rétablir la façade, etc. Et là, du coup, c'est l'économie du projet qui fait que non. C'est-à-dire qu'en termes de PLU, probablement qu'il y a 15% des bâtiments de Paris qui sont surélevables. Après, dès qu'on rentre dans la technique, à mon avis, t'en enlèves la moitié facile. Oui, après le sujet, c'est que là, on parle de Paris, puis là, tu travailles sur toute la banlieue aussi. Oui. La première couronne, sur laquelle il y a du travail à faire aussi, avec des immeubles qui sont forcément plus récents. Et donc, ils peuvent reprendre peut-être plus facilement. Oui, et notamment, il y a pas mal de sujets qui arrivent sur des immeubles des années 70 où tu es déjà en construction béton et là, tu fais des étages tranquilles. Quoi. Voilà. Et, là, et d'ailleurs, plus facilement parce que tu n'as pas à enlever les toitures tuiles, etc. Tu es directement sur les accrotaires, donc tu repars. Quoi.
Yes. Donc, toi, idéalement, tu t'aimerais faire combien de projets par an? Moi, j'aimerais bien en faire un par mois, Ouais. Quand même. ce qui serait pas mal, une bonne petite rotation, parce qu'en fait, il y a aussi le sujet de diminuer ton risque. Plus tu fais de projets, Mhm. plus le projet qui se casse la gueule est amorti par les autres projets au Ouais. final. Donc, Enfin, quand tu dis qu'il se casse la gueule, sur lequel tu gagnes moins d'argent, toi. moi, C'est pas- bon, ils se ouais, casseront ouais. jamais la On gueule. n'a pas le truc qui s'effondre. Non, je veux dire, jamais c'est- d'avis. voilà. Jamais d'avis. Je parle économiquement, bien évidemment. Non, mais alors, je t'interromps, mais d'un point de vue statistique, c'est intéressant de se dire que sur tous les projets que tu fais, ils vont pas forcément tous bien marcher. C'est sûr. C'est une évidence. C'est sûr. C'est une évidence. Et c'est pas que t'es mauvais, c'est qu'à un moment, il y a la faute, t'as pas de bol, puis toutes les conséquences qui font que il y a un projet, tu gagnes moins d'argent que les autres, donc effectivement, faut en faire. Puis en fait, t'es sur une mécanique de flux. C'est-à-dire que Exactement. tu commences un projet, tu le termines après. Exactement. Si on n'a pas trouvé un autre, Exactement. t'as Exactement. plus de flux. Et c'est long. On est vraiment dans la promotion immobilière au final. Donc le temps de trouver un projet, le sortir, déposer le permis, l'obtenir. Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il n'y en a pas? On fait le DCE, on trouve l'entreprise, on construit, etc. Puis on tout livre. le dialogue avec la copro avant. Hein. Exactement. Donc en fait, tu en as pour au mieux sur ce que je dis, les 12 mois de construction. Dans le meilleur des cas, tu es sur 24-30 mois. Ouais. Donc effectivement, il faut avoir quand même un bon pipe pour pouvoir se dire, voilà, il faut en sortir un par mois en construction et pouvoir rouler avec ça. Et ça nécessite de rencontrer énormément de gens tout le temps, de rencontrer des copros, de discuter, donc passer énormément de temps à se déplacer aussi. Oui, et à pas gagner d'argent. Et pas gagner d'argent. Donc, Et à regarder, comme tu dis, des dossiers. Quoi. Si je trouve mon ordinateur et que tu listes les villes et que tu rentres dans chaque ville tous les dossiers que j'ai regardés, il y a... Oui, parce qu'il n'y a pas une base de données avec tous les immeubles que tu peux surélever. Et avec tous les gens qui veulent bien. Donc effectivement, c'est... C'est ce que j'explique en cours. Comment on trouve du foncier, en fait, il faut y aller. Exactement. Tu as la recherche systématique, c'est-à-dire tu vas mettre dans des boîtes aux lettres de toutes les maisons d'une rue en disant il y a bien un qui va me répondre. Ou alors tu as la recherche sur le cadastre pour essayer de trouver des informations. Mais en tout cas, il n'y a pas une base de données. Ce serait trop facile. Ce serait pas rigolo. Après, tu as du réseau, tu as du contact. Il y a des bases de données qui vont dire tel immeuble tu peux, sans avoir analysé le PLU, qui vont dire tu peux surveiller 2 étages. Mais c'est pas le tout. Il y a qui est-ce qui habite là-dedans, qui est plus ou moins en charge de la copro, qui est pour, qui est contre. Enfin, cette info quelque part elle est assez facile à trouver. Ce qui est long, c'est de venir toquer à la porte et de convaincre. Déjà de toquer à la porte, trouver la bonne personne à qui parler, faire le lien avec la personne qui parlait, avoir la confiance parce que les gens tu les troubles un peu dans leur quotidien, ils disent de quoi on me parle, qu'est-ce que c'est que ce truc. Il y a un gros sujet d'information et d'entente avec les gens. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on oublie là-dedans? Donc on a parlé de tout le côté technique, le côté ingénieur, avec les reprises, les études de sol, les structures, la faisabilité, le côté financier avec est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas sur cette opération. Ensuite les subtilités avec le tout corps d'État, la VFA, les accès PMR, les normes. Sur les normes, je vais parler des accès PMR. Est-ce qu'il y a d'autres normes à respecter en dehors de... Tu sais quoi, t'es en R... Là, on est en RE 2020. Là. Ouais, RE 2020. Donc, oui, là, en fait, t'es vraiment dans les normes du neuf. Hein. Ouais, donc tu as de la super isolation. Nickel. De toute façon, c'est ce que moi je fais principalement, c'est du bois. Donc au final, on est vraiment très bien. Ouais. Et donc, il y a de la matière. Elle est longue à trouver. Et puis... voilà, donc top. Écoute, super. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je pense que c'est des sujets, comme on le dit, sur lesquels il n'y aura pas forcément énormément de volume, mais qui sont des petites pépites à chaque fois. Je pense que et c'est surtout ce qui est plaisant, c'est que après c'est toujours le cas en immobilier, c'est que chaque projet est unique. Chaque projet est comment on appelle ça, c'est une ébauche. Chaque projet est nouveau et c'est ça qui est sympa. On duplique une méthode, mais on duplique pas les projets. Il y a toujours de l'adaptation, du fine tuning, comme on dit. Exactement. Et c'est ça qui est un peu excitant aussi. Super. Sur cette bonne note, écoute, je te remercie. C'est moi qui te remercie. C'était super. Merci de m'inviter. À bientôt. À bientôt.